Salut, bienvenue pour la vidéo bilan sur Bates Motel, les origines mises au goût du jour de Psychose. Une série de réacs qui n'a pas beaucoup suscité de réactions, assez ironiquement, et je m'y attendais. C'est une série de films, j'ai traité les 4 films Psychose avant, et une licence, un univers qui n'est pas vraiment dans les clous de cette chaîne. Donc c'est normal que ça n'ait pas attiré autant de monde. Mais j'aime bien appuyer quand même que je suis intéressé par autre chose que ce qui est histoire d'animation familiale, on va dire vulgairement. J'aime bien l'horreur psychologique et je vais en parler tout de suite parce que j'ai pas envie de passer des plombes sur ce bilan qui sera pas vu par énormément de monde, je le sais déjà. Le positif, le négatif. Le positif, c'est donc le côté horreur psychologique, plutôt la psychologie tout court en fait. Parce que c'est de l'horreur une partie du temps, mais c'est surtout de la tension psychologique entre nos personnages, ce qui leur tombe dessus, et cette espèce de descente progressive mentale du personnage central, Norman Bates, personnage iconique du cinéma qu'on a essayé de retranscrire ici, dans cette espèce de dissociation d'identité psychopathe. Cet aspect psychologique des personnages, avec tout ce qu'ils subissent, ce qu'ils ont subi et ce par quoi ils passent, c'est la partie facilement la plus intéressante à voir. J'aime en particulier ce qui a été fait autour d'un certain personnage et ce qu'il a apporté pour Norma, c'est ce qu'il a signifié pour Norma. Par exemple, dans la famille, j'aime beaucoup le développement psychologique de Dylan, qui au tout début apparaît comme être le fils un peu cassos qui va emmerder le monde, alors qu'en fait c'est le plus terre-à-terre, le plus rattachable de la famille Bates de loin. Ce genre de choses très intéressantes, mais évidemment, le plus fort, c'est la descente aux enfers de Norman et comment il passe de ce gars un peu sympa qui essaye de sortir de ce contrôle un tout petit peu abusif de sa mère vers ce taré qui ne sait plus se contrôler et qui en vient à regretter qu'il est, quitte à se créer des illusions de plus en plus grosses. Cette partie-là est très bien rendue et c'est beaucoup aidé par le second point positif de cette série que je vais pointer, c'est-à-dire le casting qui est excellent. Il y a beaucoup d'acteurs que je ne connaissais pas mais que j'ai découvert avec ça qui se débrouillent très bien. Que ce soit nos persos principaux, récurrents, secondaires ou même des tertiaires qui n'apparaissent qu'un épisode, on a affaire à des acteurs qui se donnent à fond là-dedans et j'ai pas noté un seul cas particulièrement notable d'acteurs qui sous-jouaient ou qui n'étaient pas très marquants dans l'idée. Il y a peut-être des petits surjeux dans les excès de certains personnages d'un épisode comme ça. Je sais pas, le mec qui se fait tuer dans le premier épisode, il en fait un petit peu des caisses, on va dire. Mais c'était pas grand chose. Mais bien entendu, le plus remarquable là-dedans, c'est Freddie Highmore pour Norman Bates, qui doit jouer un rôle vraiment pas facile. Où c'est un gamin perturbé qui a du mal à gérer ses crises avec sa mère, tout en ayant ce problème d'attirance envers elle qu'il n'ose pas assumer, en ayant d'autres attirances, et cette descente aux enfers, ce dédoublement de personnalité qu'il doit jouer à plusieurs reprises, c'est quelque chose de très compliqué à faire, ça. Il y a beaucoup de choses qui doivent être jouées pour faire passer ce personnage sans que ça ait l'air trop abusé ou quoi que ce soit, et il le fait nickel. Un truc que j'ai toujours à reprocher à l'acteur de départ de Psychose qui a fait Norman Bates, c'est qu'on a à peine joué sur lui qui jouait Norma en fait, qui se prenait pour sa mère. Sauf quand... Et évidemment, c'était hors champ, mais voilà, hors champ c'est facile, c'est très facile. Là, on joue sur ce dédoublement de personnalité, on rend ça un tout petit peu cocasse, mais surtout perturbant, et il le fait nickel. Nickel, et ça va de pair aussi avec le troisième point positif que je vais rapidement donner, c'est-à-dire la mise en scène qui est aux petits oignons. On fait de très bons effets de caméra, et surtout dans la dernière saison, on joue sur ce dédoublement de personnalité
entre Norman et Norma alors qu'il n'est plus que deux personnes dans sa tête. On n'arrête pas de passer d'un acteur à une actrice pour faire la même scène, pour bien appuyer que l'un et l'autre, etc. C'est très bien rendu et on fait beaucoup d'effets très très bons là-dedans. Ça aide beaucoup l'horreur psychologique là-dedans qui est très bien faite. Bon, néanmoins, il n'y a pas que du bien fait et c'est les raisons pour lesquelles c'est pas une série sensationnelle pour moi. On passe au point négatif. En commençant tout de suite par les gros comme par hasard. Le nombre de trucs qui tombent sur nos personnages par malchance inopinée, surtout dans les 3 premières saisons, mais même dans les saisons 4 et 5, il y a des trucs un petit peu gros qui arrivent comme ça. Le fait que par 2 fois, à 2 reprises en 5 saisons, il y a un personnage important qui meurt de façon accidentelle en étant écrasé par une voiture juste devant le motel, c'est quand même n'importe quoi. Le nombre de trucs qui se passent devant le motel alors qu'il ne devrait pas se passer particulièrement devant le motel, paf, pour bien foutre la merde avec nos personnages, ça si c'est dingue le nombre de trucs bien gros que vous forcez pour mettre les bêtes dans votre intrigue en fait. Et c'est peut-être la raison pour laquelle les saisons 4 et 5 se ressentent moins comme ça, parce que les saisons 4 et 5 se centrent véritablement sur le drame, la tragédie Bates. Alors que les saisons 1 et 3, c'était en partie la tragédie Bates, mais c'était majoritairement un conflit avec les trafiquants de drogue, de sexe, du coin qu'il fallait gérer, qui tombaient à chaque fois sur Norma ou Norman, surtout Norma, qui se tapait ça à chaque fois, elle avait vraiment pas de chat. Chaque fois, elle se tapait ça, punaise. Et donc, il fallait gérer cette merde. Il fallait que nos personnages subissent ça et que ça crée du conflit. Et c'est peut-être le truc que je vais appuyer comme deuxième point négatif, que je vais un peu résumer, c'est-à-dire le fait de rajouter du gras par-dessus ce qui était de base une histoire psychologique sur un pauvre gars qui va perdre de plus en plus sa personnalité, va devenir de plus en plus psychopathe à cause d'un trouble de la personnalité. On rajoute tellement d'autres trucs à côté, surtout dans les 3 premières saisons, pour remplir et mettre en place la psychologie de Norman au compte-gouttes au départ, que c'en est un petit peu ennuyeux, je trouve. Mais on essaye de trouver des moyens de tout relier, parce qu'il y a du gros comme par hasard pour absolument tout, hein, vraiment. Mais le pire point pour moi là-dedans, c'est que je sais pas de si gros problèmes que ça avec ces rajouts si ça avait été mieux traité. Et c'est ça le problème, c'est pas suffisamment bien traité du fait que le rythme est beaucoup trop insoutenable. Et c'est peut-être pas le meilleur terme à employer, mais il faut pas le prendre trop positivement celui-là, hein, ça allait beaucoup trop vite. Je pense qu'il n'y a pas un seul arc, une seule intrigue véritablement dans toute cette histoire qui ne m'ait pas donné cette impression de rusher à certains moments. De façon à ce que ce soit vraiment frustrant de voir tous ces éléments qui sont intéressants, même la partie trafic de drogue, etc. C'est pas forcément sensationnel, mais c'est pas affreux non plus. Tous ces éléments qui avaient le potentiel d'être intéressants si bien traités, être traités à la va-vite. Parce qu'il faut boucler chaque saison en 10 épisodes de 40 minutes, et donc on n'a pas autant de temps que pour d'autres cas. Je veux dire, c'est un truc qui se ressent dans beaucoup de séries dernièrement. J'ai le sentiment que vous voulez plus vous embêter à faire des séries de beaucoup d'épisodes par saison. Avant, on avait des séries de 26 épisodes par saison, 26 épisodes de 40 minutes, et on prenait le temps de vraiment poser l'ambiance, l'univers, les personnages. On ne racontait pas forcément quelque chose qui faisait bouger le schmilblick, mais en même temps, ça permettait de respirer avec les personnages, de s'imprégner de l'univers. Là, tout doit avoir de l'importance, tout doit progresser de façon significative, et donc, il y a des trucs qui sont rushés, qui sont expédiés, et c'est très ennuyeux ça, je vous jure. J'ai pas été 100% pris dedans à cause de ça. Mais ça restait une bonne série que je vous conseille, franchement. Ça vaut le coup, ça met en place pas mal d'éléments qu'on connaît bien, assez familiers avec l'univers de Psychose, tout en se créant un petit peu sa nouvelle version, sa version remasterisée, on va dire. C'est
intéressant et je respecte cette idée de faire une version remise au goût du jour du personnage sans cracher sur la version originale. Je pense que le film Psychose est supérieur à cette série, mais cette série a fait son propre truc qui n'était pas dégueulasse, tout en étant suffisamment familier dans les éléments mis en place pour que ça vaille le coup, vraiment, ça vaut le coup cette série. Je la recommande un petit peu, même si c'est pas une des prioritaires à regarder dans l'absolu. Bon, les petits éléments à côté, je vais les passer un petit peu vite. Par exemple, les arcs, je pense que ça va durer à peine une minute. Si je devais lister, ranger par ordre de préférence chaque saison, peut-être que ce serait dans l'ordre décroissant. C'est-à-dire la moins bonne, la 1, puis la 2, la 3, la 4, la 5. Bon, j'inverserais peut-être la 3, la 4, ou peut-être la 1 et la 2. Parce que la 2 a quand même des trucs vraiment gros là-dedans. Mais je vois pas de gros changements de qualité particulier. Et oui, la 4 m'irrite sur ces derniers épisodes, mais un truc que j'apprécie avec les saisons 4 et 5, c'est que ça se centre vraiment complètement sur Norman, ses proches, sa psychologie, quoi. C'est pas, tiens, il y a une espèce de caïd de la pègre, ou je sais pas trop quoi, qui est dans le coin, qui va les emmerder, ou je sais pas trop. Non, 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 c'est notre famille, et les problèmes autour d'eux. Ça, c'est un truc que j'apprécie quand même. C'est bien de savoir se centrer seulement sur ça. Dans les persos secondaires, oui, je vais pas m'embêter à faire meilleur méchant ou je sais pas trop quoi. Il va y avoir les protagonistes, il y en a vraiment 5 en gros, protagonistes dans l'histoire, et tous les persos secondaires plus ou moins importants qu'il y a à côté. Donc, oui, le pire perso secondaire, il n'y a pas de perso secondaire que je déteste particulièrement, mais il y en a un qui m'a un tout petit peu ennuyé, c'est Zen Morken. Le narcotrafiquant qui s'y croit trop parce que il est pistonné par sa sœur et qui au bout du compte se dira merde, c'est pas ma sœur qui contrôle, c'est moi. Sa sœur qui est un putain de boulet qui fait pas grand chose au bout du compte et vraiment j'aurais pu respecter un petit peu si vous aviez fait au moins durer cette espèce de boulet jusqu'au bout. Enfin, plus qu'une saison où il emmerde le monde. Mais étant donné qu'il était clairement parti pour clamser cette saison, eh ben je trouve que vous l'avez étendu un petit peu trop. Alors qu'à côté, il y avait un autre chef de trafic de drogue qui était beaucoup plus intéressant et qui meurt un peu trop rapidement comme une merde. Enfin bon, c'est tard de dire. Mon perso secondaire préféré, c'est Caleb. Caleb, le frère de Norma, celui qui a une relation incestueuse avec elle, et que je trouve vraiment, vraiment intéressant dans la psychologie. Parce que oui, c'est quelqu'un qui a abusé de sa sœur, et donc quand tu vois ça directement, tu te dis ça a l'air d'être une sombre merde. Mais lorsqu'on le découvre, on comprend petit à petit que c'est surtout une Locke rongée par le regret. Et la vie qui n'a pas été facile pour lui. Et lorsqu'on met le contexte sur cette affaire avec sa sœur, et ben on en vient un peu à comprendre, sans justifier évidemment, à comprendre ce qui lui est passé par la tête. Et à un tout petit peu saisir cette affection en fait qu'il a. Parce que c'est clair et net qu'un viol c'est pas bien, hein, on est d'accord, c'est une très mauvaise chose, mais dans le cadre d'une fiction comme ça, j'avoue, je suis étonné et agréablement surpris qu'on ose, sincèrement, qu'on ose essayer de contextualiser de façon très spécifique. Il ne faut pas y voir un message sur un certain type de violeur à pardonner ou quoi que ce soit. C'est vraiment un cas ultra spécifique lié juste à cette fiction, qu'on soit bien d'accord. Qu'on ose essayer de complexifier un personnage et le rendre un peu touchant dans un sens. Voilà, le moment de son dernier épisode où il finit par mourir, bah, j'ai de la peine pour lui, en dépit des horreurs qu'il a faites, que je lui pardonne pas, mais j'arrive à comprendre la mentalité derrière. Vous voyez, c'est un truc que j'apprécie énormément quand une série ose tenter quelque chose comme ça, et sans tomber trop dans le mauvais goût, parce que ça aurait pu aussi tomber dans le mauvais goût. C'est un personnage délicat à traiter, et je trouve que vous avez très bien réussi ça, dans la mentalité. Dans nos persos principaux, on en a donc 5,
que je vais vous lister rapidement par ordre de préférence, commençant par celle que j'aime le moins, Emma. C'est vrai que j'aime pas le personnage, je trouve qu'elle sert pas à grand chose. Elle est là, elle soutient, je suis avec toi, c'est la victime à sauver à un moment donné, et après, elle est un peu énervée, elle appuie qu'elle connaît un peu nos personnages, et c'est un truc qui aurait pu être d'autant plus fort si on avait pris la peine de développer ces liens, avec Norman notamment. Mais ouais, elle n'apporte pas grand-chose. Schmilblick, d'un point de vue actif, elle a beaucoup moins apporté à l'histoire que Bradley. Bradley, personnage récurrent de la saison 1, qui se barre en début de saison 2 et qui meurt à la fin de la saison 3. Bradley, dans 4 épisodes, en 4 épisodes, elle a contribué beaucoup plus à faire développer le scénario qu'Emma, je le pense sincèrement. Et donc ouais, j'ai un peu de mal avec Emma à cet égard-là. Ensuite, numéro 4, nous avons Norma. Norma, un personnage avec lequel j'ai eu un petit peu de mal au début, mais que j'ai fini par comprendre un petit peu dans le trauma qu'il apporte. Mais ouais, je peux pas m'empêcher d'avoir un petit souci dans certaines parties un peu forcées de ses disputes avec Norman. Que Norman vient chercher aussi au bout d'un moment. Hein. C'est pour ça qu'il va pas être numéro 1 Norman aussi. Et c'est peut-être un peu gênant. Et oui, je sais que c'est appuyé comme étant une sorte de grosse dépendance qu'ils ont entre eux. Et ça, je le comprends, mais oui, j'ai un peu de mal avec son dernier épisode de Vivante. Hein. C'est un petit souci là, ce côté buté est un petit peu irritant, mais c'est un bon personnage. Je pense qu'aucun de ces personnages est mauvais. Numéro 3, Norman. Le héros principal, enfin héros entre guillemets évidemment. Et oui, j'adore le jeu d'acteur de Freddie Highmore. Ça me tue de savoir que c'était le même qui a joué Arthur dans Arthur et les Minimoys. Le même gamin. Il a grandi. C'est plus la même chose, dites donc. Ouais, c'est génial, mais au-delà de ça, le personnage iconique en soi est traité bien à de nombreux moments, mais il y a des moments où il est un petit peu... On le force à être un chieur, en fait, pour que l'intrigue se passe. Et ça fait partie de ces éléments où j'ai le sentiment que si ça avait été développé sur plus de temps, en étant plus subtil et pas trop dans ta gueule, ça aurait été mieux. Mais ouais, il est un peu lourd, surtout dans la fin de la saison 4 à cet égard-là, ce qui fait que ça lui fait perdre quelques points. Et que je lui préfère les deux persos les plus dignes de cette liste, dans un sens, parce qu'au moins, contrairement à Emma, ils sont proactifs. En numéro 2, Romero. C'est pas joué à grand-chose, mais oui, Romero. Le shérif qui, au début, n'a qu'un rôle un peu secondaire, mais qui se rapproche petit à petit de Norma, avec qui il a une super dynamique, et qui est super efficace. Quelqu'un qui se laisse pas marcher sur les pieds, qui sait tout contrôler, et qui gère à chaque fois qu'il y a un problème. Le mec, quand on le met au parfum sur un problème, il dit « Ok, reste là, m'occupe de tout. » Et il le fait. Fin de saison 1, il déchire tout, fin de saison 2, pareil. Ah, le gars est intelligent aussi parce qu'il a pas mal de soupçons assez vite sur Norman, sur certains points, mais on va forcer un peu l'idée qu'il va le sortir de son collimateur à un moment donné pour qu'il s'en tire un petit moment. C'est un peu gênant ça, mais ouais. Néanmoins, je préfère de très très peu Dylan. Dylan, le frère prodigue pas trop, et qui arrive dès l'épisode 2, et qui emmerde un peu le monde, mais qui se fait sa place assez vite, et qui montre qu'il a beaucoup plus d'humanité que nos deux protagonistes particuliers. Parce que ouais, les deux protagonistes, c'est Norman et Norma, évidemment. J'ai beaucoup d'affection pour ce gars-là, j'ai beaucoup de peine pour les nombreux trucs qui lui sont tombés dessus. Et dans un sens, oui, il méritait une happy end. S'il y en a bien un dans cette liste qui méritait une happy end, c'est lui. Et tant mieux pour Emma aussi, parce que, bon, si elle a rien provoqué, elle a rien aidé à vraiment lancer, en particulier, à part dire « Ah, je sais ça, j'envoie quelques infos très vite, si c'est vraiment des trucs minimes », elle a rien fait de mal non plus, quoi. Donc voilà, c'est l'ordre de mes 5 protagonistes préférés. Je pense que je préfère Caleb à Emma, par exemple. Donc Emma, c'est pas mon 5e personnage, mais bon, donc voilà. Vous avez ça pour les personnages principaux. Et on parle maintenant des épisodes.
Et pour une fois, on va commencer par le négatif et terminer par le positif, tiens, parce que j'ai envie. D'autant plus que ça va être un peu rapide pour une grosse partie du négatif, en fait. En numéro 3, ce sera le grand plongeon de la saison 2, qui appuie énormément les problèmes que j'ai. En fait, cet épisode-là et le suivant appuient beaucoup les problèmes principaux que j'ai appuyés, c'est-à-dire le fait de fourrer un petit peu trop de trucs à la suite. Et vraiment, la gestion du personnage de Cody qui est vraiment un peu irritante pour moi. Cody, c'était un peu l'amoureuse de la saison pour Norman, d'un moment, et ce sera pas aller très loin, et on va forcer énormément de comme par hasard qui vont s'enchaîner pour forcer un gros drame de fin. Le gros moment où, pas de veine, il tue accidentellement un mec. Mais vraiment, c'est complètement anecdotique dans l'absolu, ça sert juste à donner un tout petit peu de preuves pour que Romero soupçonne Norman pour un meurtre qu'il a commis véritablement, hein, pas par accident, même s'il n'était pas conscient. Enfin bref, je vais pas faire le détail là-dessus. Ça, c'était gros, c'était tellement gros la façon dont les choses s'enchaînaient, dont on nous disait ah tiens, voilà, j'ai trop envie de passer mon permis, c'est super important pour moi. Jamais été mis en avant une seule seconde avant. Et maintenant, on fait comme si c'était le monde pour lui et que c'était foiré à cause de toutes ces informations qui tombent à la suite comme ça. Et des trucs que Norma aurait dû savoir, hein. Je me suis déjà beaucoup penché là-dessus, mais le fait qu'elle apprenne qu'il a des absences, elle le savait déjà, tu le sais déjà Norma, que ton fils a des absences. Pourquoi tu as besoin que quelqu'un te dise il a des absences, tu le sais. C'est juste qu'il en a plus que tu crois, c'est tout, c'est tout ce que c'est, merde. Voilà, j'ai beaucoup trop de mal avec ces parties-là, mais le reste n'est pas forcément mauvais, c'est très moyen. D'ailleurs, dans le même ordre d'idée, numéro 2, c'est chantage. Alors, pas exactement ça, parce qu'il y a là aussi du comme par hasard, et c'est presque risible de grotesque la façon dont on met en place tout le délire pour gérer le problème avec Bob, le gérant du trafic de drogue derrière les deux autres qu'il y avait dans la saison 2, dans cette saison 3, je sais pas exactement comment ça marche ce truc-là. Elle va essayer de faire chanter le mec qui est derrière ça pour bien s'en sortir, et c'est presque risible dans l'idée, parce que c'est clair et net que ça n'avait pas marché. Je sais pas si c'est de bon ton d'appuyer ça, c'était un peu comique, mais c'est pas forcément de bon ton pour moi. Mais bon, le problème principal avec ça, donc il y a des trucs qui s'enchaînent beaucoup trop vite, et comme par hasard aussi, j'en ai parlé, mais comme par hasard, il y a Gunner qui trouve la clé USB, qui, comme par hasard, sait la décrypter, ça tombe bien, pile au moment où on a besoin. Ouais, bref. C'est comme par hasard, et ces trucs trop vite, c'est vraiment une plaie. Néanmoins, là où le développement ultra rapide m'a particulièrement gêné et irrité, c'était l'avant-dernier épisode de la saison 4, à tout jamais, où Norman tue enfin Norma. C'est un truc qui se voit venir à un certain degré, hein, c'est censé être un élément assez majeur du personnage, et où c'est pas bien amené du tout. On essaye de mettre en place dans cette saison 4 Norman qui prend un peu conscience de ses problèmes, et plutôt que de passer du temps là-dessus, ou de mettre ça en scène de façon à ce que ce soit acceptable sur une certaine durée. Je veux dire, le rythme, c'est important, mais aussi on peut jouer sur certaines ellipses qui sont notables ou quoi que ce soit, mais il se passe 2 semaines, hein. On le dit clairement, il a été interdit que 2 semaines. On va complètement forcer cette espèce d'antipathie, cette espèce d'animosité entre lui et Romero, pour forcer Norma à choisir un camp. Et Norma, en dépit de tout ce qu'elle a enduré avec Norman au début de cette saison 4, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a manqué de la tuer dans l'épisode 2, merde. Et ben, elle va prendre son parti sans chercher la moindre nuance, sans essayer de discuter véritablement, parce que on peut rien y faire. Et c'est vachement irritant en fait. C'est un truc qui a commencé à me saouler dans l'épisode 7,
où on s'est dit merde, on va pas garder Norman enfermé, on va trouver une excuse bidon pour faire retomber Norma et qu'il crée les conflits. Et c'est vraiment l'apothéose de la chose, l'apothéose du traitement à la va-vite de cette partie aussi importante de l'histoire de Norman Bates, le moment où il tue sa mère. Je peux pas. Pour moi, je peux pas. Ce n'est pas bien fait. C'est frustrant. C'est le plus frustrant que cette série a fait. Et c'est pour ça que c'est le pire épisode pour moi. Dans les meilleurs, eh ben, c'est la saison 5 et la saison 4. La saison 4 sera très représentée dans cette double liste. Mais on commence avec l'épisode de la saison 5 en numéro 3, Unis à jamais. Un épisode très fort pour moi dans l'idée de faire voir à Dylan ce qu'il a laissé derrière sans s'en rendre compte et la culpabilité qu'il ronge. C'est quelque chose qu'on va faire dans le reste de la dernière saison pour moi, mais c'est cet épisode qui l'appuie le mieux, le plus fort. Il rentre, il vient d'apprendre il y a très peu de temps que Norma était morte, malgré le fait que ça s'est passé il y a plus d'1 an, et il va essayer d'atteindre Norman qui, lui, commence à perdre de plus en plus pied, puisqu'il a plus ou moins accepté qu'il avait une double personnalité, et il essaye un tout petit peu d'assimiler ça, mais c'est tellement difficile. Et lorsqu'il est mis face à Dylan, quand même quelqu'un avec qui il est très proche, qui essaye de l'atteindre, qui essaye de faire quelque chose pour lui, il y a ce conflit entre son lui réel et sa seconde personnalité qui se met en place dans un des moments les plus intenses de la série pour moi. Ce passage-là, à lui seul, vaut beaucoup de points, mais tout le reste de l'épisode est très bien rendu pour bien appuyer ces deux personnages. Numéro 2, Bonne nuit, mère. Épisode 2 de la saison 4, c'est limite un final de saison. C'est le début de cette saison 4, le moment où Norman commence vraiment à perdre la boule. C'est-à-dire qu'il commence à avoir de plus en plus l'intuition que des gens sont morts autour de lui, mais il se fait cette conviction que ce n'est pas lui, que c'est sa mère. Sauf que sa mère ne l'a pas fait. Norma est un peu discutable comme personnage, ce n'est pas un ange, mais ce n'est pas véritablement une meurtrière de sang-froid. Sauf au tout début de la saison 1, mais on comprend un petit peu le pourquoi. On en parlera dans pas très longtemps pour le numéro 1. Bref, lorsqu'il est face à elle, lorsqu'il y a toute cette tension entre ces deux-là, alors qu'ils sont de plus en plus dans cette certitude que sa mère est une tueuse et qu'il veut l'arrêter, et qu'elle a de plus en plus peur de lui, et elle veut l'interner, mais elle n'ose pas le faire directement, ça crée énormément de tension par rapport à ça. Ce moment de confrontation à la toute fin qui s'étend pas mal de temps et qui met bien la tension, c'est un des moments, si c'était peut-être le moment le plus fort de toute la série pour moi. Et j'ai un peu hésité entre celui-là et le suivant pour la place de numéro 1, mais je vais quand même le mettre en numéro 2 plutôt qu'en numéro 1, tout simplement parce que, j'en ai déjà parlé, épisode 9, pire épisode de la série pour moi, qui ne prend pas en compte le fait que Norman a essayé de tuer Norma. Et que Norma et Romero sont censés être au courant de ça. Mais personne n'y fait allusion, ce n'est jamais un argument. On fait comme si c'était anecdotique. Et ça, c'est lourd. Ça, c'est particulièrement lourd. Ça ne devrait pas être anecdotique, ce qui s'est passé dans cet épisode. C'est la partie très irritante là-dedans, mais ouais, cet épisode en lui-même, quand on le regarde comme ça, la tension, l'horreur est là. On a peur pour Norma, qui se rend compte que son fils est fou et se fait des illusions en voulant s'en prendre à elle. C'est énorme ça, ce moment est excellent, excellent. Mais ouais, comme je l'ai dit, je lui préfère donc, à cause de l'après-coup, l'épisode 6 de la saison 4, qui s'appelle La Clé. Il sera tristement le dernier très bon épisode de cette 4e saison, parce que franchement, les épisodes 1 à 6, c'est du haut niveau pour moi. Hein. Et oui, à partir de l'épisode 7, ça va vraiment baisser. C'est vraiment dommage. C'est un peu irritant, je trouve. Mais ouais, cet épisode va se pencher d'une part sur Norma qui va avoir
un peu naille à partir avec Chick qui va la faire chanter par rapport à ce qu'elle sait sur son histoire avec Caleb et d'où vient Dylan exactement, surtout par rapport au fait qu'elle est mariée avec quelqu'un et que maintenant ça commence à aller bien entre eux, entre elle et Romero. Et il y a ce moment assez intense où elle finit par avouer tous ses secrets à lui, où en fait il lui a avoué aussi quelques secrets, il commence vraiment à tout se dire. À quelques rares exceptions près, évidemment, elle lui dit pas tout ce qu'elle sait sur Norman, mais vraiment, ils se confient complètement l'un l'autre. Et ce passage où elle finit par dire ce qui s'est passé avec son frère, tout raconter de son point de vue, voir pourquoi, malgré ce qu'il a fait, et qu'elle a du mal à lui parler, il y a un moment aussi très très fort où elle passe un coup de fil à Caleb, et on sent le mal qu'elle a avec ça, mais également la tendresse qu'elle éprouve pour lui en dépit de ça. Je trouve, une fois de plus, c'est énorme d'avoir réussi à faire ça. Et ce moment où elle finit par confier ça à Romero avec une véritable force est excellent. Et oui, je trouve que Chick joue plutôt bien son rôle là-dedans. J'ai été vraiment étonné par la contribution de Chick, qui dans la saison 3 promettait pas autant. Mais bon, oui, ça c'était énorme. Vraiment énorme. Mais il y avait également, en parallèle, cet autre drame, cet autre abus qu'elle a souffert avec son second mari, le père de Norman, alors qu'il se confie au professeur Edwards, qui a conscience, qui a découvert qu'il avait un problème de trouble de la personnalité. Il va avoir un peu de mal à lui raconter une espèce de trouble de son passé par rapport à son père et sa mère. Et le fait que à un moment donné, il voulait se barrer, mais le mari les en a empêchés. Et pour bien appuyer sa domination, a décidé de prendre Fan juste sur le coup. Juste sur le lit où s'est caché Norman. Donc vous voyez un peu le trauma et cette image très forte où, même si on sent qu'il comprend pas tout à ce moment-là, il a envie d'être avec elle et lui tient la main. Ce moment-là est vraiment... C'est peut-être le plus touchant qui justifie bien cette espèce de relation particulière qu'ils ont tous les deux. La tragédie de cette relation qui va trop loin. Ça, c'est ultra puissant. Et oui, le fait de bien appuyer qu'elle a vécu ça, qu'elle a vécu cette espèce de domination de mec dans sa vie à qui elle n'a pas pu dire non, même si elle le voulait, ça justifie vraiment pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait dans l'épisode 1 de la saison 1. Pourquoi elle a tué ce mec qui a tenté de la violer juste pour assouvir sa puissance sur elle. Ce moment-là devient beaucoup plus compréhensible. Déjà que de base, j'estime que ces gens-là méritent de crever de base, mais on donne encore plus de justification à ça. Et c'est un épisode vraiment puissant, cet écart-là, qui appuie bien les horreurs qu'on peut montrer dans un cadre comme celui-là, parce que voilà, partir de Psychose, il faut oser parler de sexe, de trauma, de violence, et ça le montre avec une certaine justesse et beaucoup d'émotion, cet épisode-là. Et c'est pour ça que c'est le meilleur pour moi. Voilà. Bonne série que je vous recommande. Comme je l'ai dit, c'est loin d'être parfait. Il y a des choses à redire. Mais c'est une série qui a des ambitions, qui a un super casting, surtout l'acteur principal, et qui vaut le coup d'être vu au moins une fois. Je ne regrette pas une seule seconde ce visionnage. Et j'espère d'autres bonnes petites surprises comme ça, même si je me doute que c'est pas ce genre de série qui vous intéresse. C'est pour ça que la prochaine fois, vous aurez quelque chose de plus habituel. Je serai moins dépaysé, rassurez-vous. A bientôt pour de futures vidéos. Bye!